Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui est François Sauvadet, président du Conseil général de Côte-d'Or. Bonjour François Sauvadet. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc, je le disais, président du Conseil général de Côte-d'Or. Vous êtes vice-président de l'UDI, la formation centriste. Vous êtes député député UDI de Côte-d'Or, pardonnez-moi. Vous avez été ministre de la fonction publique sous Nicolas Sarkozy et François Fillon. Donc nous vivons une actualité politique extrêmement riche. Le séisme politique du Front National, premier parti de France, premier parti d'opposition, l'explosion de l'UMP, la réforme territoriale qui se profile à l'horizon, qui vous concerne au premier chef. François Sauvadet, vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Mazneau pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui vous pose la première question pour La Croix. Le FN, comme vient de le dire Frédéric Mounier, est arrivé en tête des élections européennes à 25%, l'UMP derrière 21%. Mais si on additionne les scores de l'UMP et de l'UDI-MODEM, on arrive à 31%. Est-ce que c'était une erreur que les partis de droite et de centre-droit ne partent pas ensemble aux élections européennes? François Sauvadet. D'abord, vous avez employé le mot juste, on a assisté à un véritable séisme dans la vie politique française. Et vous avez vu d'ailleurs dans tous les pays qui nous environnent, la une des journaux, c'était sur le résultat français plutôt que sur leur propre résultat. C'est un choc. C'est un séisme et qui démontre qu'il y a une réalité que beaucoup avaient sous-estimée, c'est que les Français souffrent. Vous avez été surpris, François Sauvadet? Pas vraiment, parce que quand on est sur le terrain, on voit bien que les familles sont souvent dans des situations, beaucoup d'entre elles, très difficiles. Vous savez, des femmes qui se retrouvent seules, avec élever des enfants, même ceux qui travaillent, qui sont des travailleurs, comme on les appelle, travailleurs pauvres, qui peuvent plus simplement faire face à la vie quotidienne. Et ça, à un moment donné, ça devient insupportable pour les gens. Mais est-ce une raison pour voter Front National? Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je me suis battu d'ailleurs pour pouvoir reconnaître le vote blanc. C'était aussi une des raisons pour dire, si vous ne vous reconnaissez pas dans le front politique, allez tout de même voter et adresser un message qui doit être entendu par tout le monde en votant blanc. Vous avez observé d'ailleurs que c'était la première fois qu'on a pu voter blanc aux élections européennes. 2,5%, c'est ça? Oui, 2, oui, un peu plus. Enfin, les bulletins blancs ont simplement été séparés des bulletins nuls, mais ça ne change rien du tout au résultat de l'élection. Oui, mais enfin, voilà. ça donne une température des personnes, parce que vous avez déjà pratiquement 60% des Français qui ne sont pas allés voter. C'est quand même déjà un signal inquiétant. Et quand ceux qui vont voter, oui, ils ont manifesté leur colère. Je crois que c'est ça le message qui est adressé. C'est un vote de colère. Ils ne sont pas tous devenus extrémistes, d'une France repliée, les thèses de Marine Le Pen, tout le monde, ou d'une sortie de l'euro. Enfin, il n'y a pas quelqu'un de sensé qui peut croire ça une seule minute. Vos électeurs en Côte-d'Or qui ont voté Front National, ils n'ont pas voté pour la sortie de l'euro, contre l'Europe? Mais non, ils ont voté. D'abord, ils ont voté aussi contre une autre Europe, probablement, parce qu'ils sentent plus les choses. Puis on a tellement vendu les hommes politiques, on est tous co-responsables, enfin surtout ceux qui ont assumé les responsabilités, désigné l'Europe comme étant le bouc émissaire. Donc voilà la réalité politique. Alors, fallait-il ou non faire une alliance UMP, UDI, UMP, UDI, MODEM? Moi, je pense qu'on a un devoir d'inventaire. C'est ce que j'ai demandé aux instances de l'UDI. Il faut qu'on fasse le bilan de notre opération politique. D'abord, vous savez que j'étais très réservé sur une alliance avec le MODEM, tant qu'on n'avait pas, François Bayrou n'avait pas clarifié la situation politique. Enfin, comment est-ce qu'on peut faire campagne ensemble quand des élus du MODEM sont les adjoints au maire ou alliés du Parti socialiste dans environ une quarantaine de villes de France? Le problème qu'on a eu aux européennes, je vous laisse imaginer ce qui va se passer quand on va aborder les départementales et régionales. Fallait-il une alliance? Moi, ce que j'observe, UDI plus MODEM, dans les intentions de vote, on devait être à 14-15. On se retrouve à 9,9. C'est pas un bon score. C'est un échec? C'est pas un bon score, c'est pas un échec, mais c'est pas un bon score. En plus, la deuxième question qu'il faut se poser, est-ce que ça vaut le coup dans ce mode de scrutin de se compter ou est-ce qu'on veut compter? Et c'est vrai que je regarde les chiffres, ils sont clairs. On avait à l'UDI 6 députés européens, on se retrouve avec 3 députés européens. Voilà le calcul. Est-ce que c'était la bonne démarche? Moi, je m'interroge et en tout cas, assurément, il faudra que le parti lui-même se prononce sur la poursuite d'une alliance électorale avec un MODEM qui, une fois encore, n'a pas clarifié son positionnement politique. Donc pour reprendre la question de Laurent, fallait-il s'allier avec l'UMP? Je dis qu'en tout cas, la stratégie qui a été choisie doit faire l'objet d'un inventaire et que je pense que nous sortons moins bien que nous sommes rentrés il y a 5 ans avec moins de députés européens et puis on a servi, il faut bien le dire, on a servi de courte échelle au MODEM. Voilà la réalité des choses. Le MODEM aujourd'hui a 4 députés européens et nous 3. Enfin franchement, on en avait 12 avant. Voilà le bilan.
Romain Masneau, RCF. Donc ça mérite un inventaire. Vous êtes vice-président de l'UDI et vous l'aviez annoncé avant les élections, vous avez voté UMP. Pour quelle raison? Ah oui, mais je l'avais dit depuis le début. Mais écoutez, comment je pouvais faire campagne avec le MoDem, qui, à Auxerre, est l'allié... Chez vous, donc à Auxerre, oui. dans le département voisin de Lyon, en oui. Bourgogne, est l'allié du Parti Socialiste, le président de MoDem est l'allié, etc. Sur le fond du projet européen, vous étiez plus proche du projet de l'UMP? Attendez, est-ce qu'on peut avoir une vision de l'Europe sans avoir une vision de la France? La même. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas la même vision que François Bayrou sur un certain nombre de sujets liés à l'avenir de notre pays, et notamment sur le ni droite ni gauche. Je pense qu'au contraire, la situation actuelle qu'on traverse suppose le rassemblement de tous les républicains qui veulent créer les conditions d'une alternative crédible. La question qui est posée aujourd'hui à tous les politiques, moi j'ai reçu ça comme un choc personnel, comme un choc d'engagement politique. On doit répondre aux Français. Donc moi je trouve que la main tendue d'Alain Juppé, aujourd'hui en disant « retrouvons-nous tous », en séisme en plus avec ce qui se passe à l'UMP, enfin franchement... On va y revenir, oui. C'est hallucinant. Bon, et qui tend la main en disant « retrouvons-nous tous » pour porter un vrai projet pour les Français, pour que ça change vraiment, et que ça change en France d'abord, pour que ça change ensuite en Europe. Voilà la question qui est directement posée aux politiques. Donc moi, vice-président du DI, en tant que responsable politique, je dis oui à la main tendue, oui à une plateforme politique. Et quand je dis ça, c'est pas renoncer à l'UDI, c'est pas renoncer à la diversité politique, c'est simplement se mettre autour de la table pour faire un diagnostic précis de la situation du pays et se dire, voilà, est-ce qu'on y va ensemble ou est-ce qu'on n'y va pas? Et je le dis, ça ne peut pas passer par des alliances à stratégie variable avec un parti socialiste qui s'est discrédité et un président de la République qui ne fixe plus de cap, qui est plus crédible chez les Français. Donc voilà la situation politique. Donc il y a un sursaut à avoir. Moi j'appelle ce sursaut un sursaut républicain pour créer les conditions d'une alternance. Alors que Morin veuille se replier sur sa petite boutique, etc., grand bien lui fasse, mais c'est pas à la hauteur des enjeux que traverse le pays. Voilà mon combat. François Bayrou est revenu à droite. Je vois pas aujourd'hui ce qui vous gêne dans son positionnement. Mais attendez, il est revenu à droite, mais c'est pas la question. Il n'a pas changé sur la stratégie politique. Il dit ni droite ni gauche sur le terrain. C'est ce qui s'est encore passé aux dernières élections. Or, les Français veulent de la clarté. Moi, je n'ai pas la même vision que le Parti Socialiste. C'est même pas une question partisane, je n'ai pas la même vision que le Parti Socialiste sur l'avenir de la France. Simplement, même dans son organisation territoriale. Je n'ai pas la même vision sur le fait de soutenir l'économie et d'être engagé pour soutenir les entrepreneurs. Alors, comment est-ce qu'on peut être les alliés locaux de ceux qui sont les alliés du Parti Socialiste? Ben, enfin, franchement, après, il ne faut pas s'étonner que ce soit la confusion totale. Et que dans l'esprit des gens, le mot de Marine Le Pen, UMP, PS, tout ça, c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. On vous a compris, François Sauvadet. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Pour revenir sur les causes du vote Front National, est-ce que c'est pas un peu court de dire que c'est simplement les gens qui souffrent qui votent Front National? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une adhésion à certains thèmes? Est-ce qu'il n'y a pas un effet retard aussi de ce qui s'est passé l'an dernier pour les Je vous invite à réfléchir à la portée du propos de la question que vous posez. Regardez le vote Front National, où est-ce qu'il s'est passé? Il se passe dans les campagnes, là où on a un sentiment d'abandon. On a le sentiment de ne plus être considéré. On a le sentiment de ne plus appartenir à la même France. Il se passe chez les ouvriers. Ce sont ceux qui sont les plus sensibles à la crise, parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus faire face à la vie quotidienne. Ben voilà, ce terreau-là, et puis l'absence de réponse politique, l'absence de perspective, ce terreau-là, il nourrit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Et il est particulièrement préoccupant. Je dis, l'heure est grave. C'est la raison pour laquelle, avec ce contexte en plus d'affaires, il faut que les républicains qui veulent l'alternative se retrouvent dans le respect de leur histoire, dans le respect de leur courant de pensée. Je ne suis pas à l'UMP, j'ai jamais voulu y être, je suis à l'UDI, j'ai voulu ce rassemblement des centres, mais dans la clarté des engagements. Voilà aussi mon combat. Romain Masneau, RCF. Qu'avez-vous pensé de la réaction de François Hollande au lendemain des Européennes quand il dit que l'Europe est devenue illisible, qu'il faut la réorienter, qu'elle inquiète plus qu'elle ne protège aujourd'hui? Est-ce que c'est à la hauteur, cette réaction? François Sauvadet. Attendez, c'est lui que j'ai trouvé lisible. D'abord, on se demandait tous qu'est-ce qu'il a voulu dire. Enfin, franchement, après un tel séisme, venir dire, voilà, on va garder le cap, etc. Mais enfin, franchement, on attendait autre chose. Qu'est-ce que vous attenderiez? Soit j'attendais qu'il se teste pendant 2 ou 3 jours, le temps de faire une vraie analyse, mais autrement de dire, on va aller dire à l'Europe qu'il faut changer. C'est pas dire à l'Europe qu'il faut changer dans un premier temps, c'est changer en France. Donc c'est commode, on repart sur le même schéma. Alors on ne change pas de cap. Voilà la première réponse aux Français, on ne change pas de cap. Deuxième réponse aux Français, on va aller en Europe pour faire changer l'Europe.
Mais c'est d'abord la France qu'il faut faire changer. Pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation ? C'est ça la vraie question de fond. C'est parce qu'on n'a pas engagé les réformes. C'est un peu ce que Manuel Valls a dit à la des télévision. fonctionnaires en France, au monde, dans cette situation de crise. Et nous, on continue allègrement. Ce que vous dites là, c'est en quelques mots ce que Manuel Valls a dit lors de sa déclaration dimanche soir. Vous pensez que c'était bienvenu ? Moi, Manuel Valls, je ne mets pas en cause son engagement. C'est un vrai républicain. Je pense d'ailleurs qu'il donne un peu de cohérence à ce gouvernement, un peu de lisibilité. Mais le problème, ce n'est pas celui de Manuel Valls, c'est celui de la politique qui est conduite. Elle n'a pas changé sur le fond. Regardez ce qui s'est passé sur les remises en cause des heures supplémentaires qui étaient défiscalisées, qui formaient un pouvoir d'achat en plus pour les salariés. La remise en cause des aides qu'on avait pour simplement les emplois à domicile. Aujourd'hui, les emplois à domicile, ils fondent dans le panorama. Tout ça, ça fait des nouveaux pauvres. Et la France, et puis parallèlement, on continue les mêmes recettes sociales, on embauche des fonctionnaires, etc., pendant le temps où il faut dire qu'il faut faire des économies. Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Laurent de Boissieu-Lacroix. Quelque chose que je voudrais bien saisir dans votre analyse du vote FN, quand vous dites que c'est un vote contestataire et non pas d'adhésion. Non, je dis que c'est un vote de gens qui souffrent. Mais ils souffrent en votant pour un parti qui propose des solutions qui sont inverses des vôtres, sur le rôle de l'État, sur l'Europe. Donc les gens voteraient, en fait, selon, si je suis votre raisonnement, pour l'inverse, ce qu'ils voudraient en réalité. C'est là où... François Sauvadet. Je vois bien ce que vous voulez dire, j'ai bien compris. Non, c'est les choses. Quand vous souffrez, que vous n'avez pas de perspective et que vous pensez qu'aucun dans le panorama ne peut vous sortir de cette crise, vous adressez un signal. C'est un cri de colère. C'est un cri de colère, c'est un cri de désespoir. Il s'adresse à toutes les formations politiques et singulièrement au gouvernement. C'est la raison pour laquelle j'appelle de mes vœux, je le répète, une réponse forte. On aura des prochaines échéances. Est-ce qu'on va continuer à y aller en ordre dispersé en prenant le risque de voir le front à nouveau, cette fois en situation de responsabilité ? Concrètement, départemental et régional, vous voulez que l'UDI, le MoDem et l'UMP donc fassent des listes le MoDem ensemble, qui clarifie, ou des candidats communs. un MoDem qui clarifie sa position. Et on ne peut pas être à la fois les alliés du Parti Socialiste dans les villes et puis dire on va combattre le Parti Restons Socialiste. sur l'UDI UMP. Voilà, déjà. en tout cas, UMP-UDI. Je réponds clairement, Oui. donc sur cette question, je continue de demander, je le fais sur votre antenne, les yeux dans les yeux à François Bayrou, de clarifier localement le débat parce que la situation exige de la clarification. Deuxième chose, je ne pense pas que la réponse, contrairement à ce que j'ai entendu à l'UMP chez certains, je comprenais leur désarroi aujourd'hui, mais en tout cas qu'ils nous disent il faut aller vers une droite encore plus à droite. Elle mènera dans le mur. On va pas courir après les thèses du front dont chacun sait qu'elles mèneront la France dans le mur. Donc ça, c'est pas le bon plan. Le bon plan, les Républicains, et je lance un appel depuis votre antenne à tous les Républicains de leur position, qu'ils se réunissent sans renoncer à leur histoire, sans renoncer à leur parti, pour présenter une plateforme de gouvernement qui incarne un vrai changement dans notre pays. Il faut être courageux aujourd'hui. Et si nous ne le faisons pas, alors chacun va essayer de se sortir des boulons, si vous me permettez l'expression, avec sa petite boutique, mais est-ce que c'est à la hauteur des enjeux ? Quand vous voyez que nos jeunes ont voté Front National, pourquoi ? Parce qu'ils ne se voient pas d'avenir. Nos ouvriers ont voté Front National, alors qu'ils savent très bien que ça va les conduire dans l'impasse. Mais tout ça parce qu'ils sont inquiets, ils ont peur et ils souffrent. Voilà. Et dans ce cas, si vous faites un référendum commune, pourquoi ne pas faire ce que vous voulez faire l'UMP en 2002 ? Si vous partez toujours ensemble aux élections, créer un parti unique, un parti commun. Vous parlez des petites boutiques, de ceux qui veulent garder leur petite boutique. Vous créez un grand parti avec des vrais courants forts. Mais parce que ça, ça correspond pas à notre histoire politique. Il y en a déjà. On a essayé tout ça. Ça correspond pas à notre histoire politique. Chacun a son histoire. Moi, je suis l'histoire de républicain indépendant, profondément républicain, indépendant, profondément européen et décentralisateur. J'accepte que d'autres le soient moins que moi. Il faut bien que j'ai un parti politique pour porter cela. Mais je dis en même temps, on ne gagnera pas seul. Et je le dis à mes amis politiques, y compris à Morin et à quelques autres, que l'idée selon laquelle on va se refaire du gras sur le malheur de nos petits camarades politiques, je dis que c'est une erreur considérable. Parce que personne n'a intérêt à l'affaiblissement de quiconque en matière de démocratie. On a tous intérêt à se renforcer pour incarner demain, je le pense profondément, une véritable alternance dont la France a besoin. Et pour conduire les réformes, il y a un mot qu'il faut, c'est le mot confiance. Aujourd'hui, avec un président de la République à 18%, il sera dans l'incapacité de conduire les réformes. Alors quand j'entends qu'on nous lance dans le débat, qu'on va supprimer des départements, mais enfin franchement, est-ce que c'est le bon moment ? Au moment où toutes les forces devraient être concentrées sur le soutien à l'investissement et l'emploi, plutôt que de mettre tout le monde en situation d'incertitude et de fragilité. Romain Masdouer, c'est le monde à l'envers, on est dans un monde de fous.
Je voulais qu'on regarde un peu au-delà des frontières de la France, parce que c'était des élections européennes, je le rappelle. Il n'y a pas qu'en France que les partis populistes ou souverainistes ou franchement d'extrême droite progressent. On le voit au Royaume-Uni, au Danemark, en Finlande, etc. etc. Comment vous expliquez ce phénomène? Est-ce que c'est un rejet du projet européen lui-même ou c'est de la manière dont l'Europe fonctionne, trop technocratique, avec une politique de rigueur qui ne passe plus? Enfin, quelle est votre explication? Je pense que les pays qui ont le moins voté ou qui sont moins soumis à la tentation sont des pays qui ont fait des réformes et qui se portent bien. Je regarde la situation de l'Allemagne, vous avez vu, il n'y a pas une forte progression. Et même Mme Merkel, qui exerce le pouvoir et qui l'a exercé depuis une décennie maintenant pratiquement. Il va y avoir un eurodéputé néo-nazi allemand. Et le Parti souverainiste a eu des élus pour la première fois. C'est très marginal. C'est lié aussi à leur système électoral qui est différent du nôtre. En dehors du NPD, c'est extrêmement il y a un parti souverainiste nouveau qui a eu des élus. En tout cas, on voit que ce pays qui a fait les réformes nécessaires, qui s'est engagé et qui était courageux pour les faire, eh bien ce pays a jugulé une tentation qu'ont un certain nombre de nos compatriotes dans un monde qu'ils ne comprennent plus, d'aller vers des partis extrémistes qui prônent le repli. Bon, ça a toujours existé en période de forte tension. Simplement, j'observe que les pays qui s'en sortent bien, de ce point de vue, et démocratiquement, sont les pays qui se portent mieux économiquement. Voilà. Et ça, c'est une vraie leçon qu'il faut tirer de tout cela. Une dernière question d'Alain Baron, Radio Notre-Dame. Pour revenir à l'UDI, dont vous disiez qu'elle avait un rôle à jouer, évident pour vous, c'est ce qui est normal. Est-ce que vous avez quand même un gros problème avec le départ de M. Borloo? Oui, c'est vrai, c'est un problème. C'est un vrai problème parce que d'abord, moi je vois un peu s'éloigner le rêve que j'avais eu avec Jean-Louis au moment de la création d'une UDI qui fasse disparaître ses chapelles et qu'enfin nous ayons un vrai centre qui pèse dans la vie politique française. Malheureusement, je vois ça s'éloigner parce qu'on voit bien le grand retour des chapelles. Le nouveau centre, Hervé Morin qui est en train d'essayer de se refaire des petits biscottos pour essayer de prendre la présidence. C'est pas votre ami Hervé Morin, François Sauvadet, hein? Non, mais parce que c'est un débat politique, c'est tout. Après ça, d'autres qui veulent le Parti radical, dont on savait depuis l'origine qu'il aurait beaucoup de mal à s'aborder. Donc on voit tout ça renaître. Et le problème pour nous, il est que Jean-Louis Borloo a concentré tous les pouvoirs. Je le lui avais dit, c'est une menace pour nous tous. Effectivement, il est parti. Et c'est dommage parce que c'est un esprit libre qui apporte beaucoup à la vie politique française, qui était souvent en avance. Simplement, on ouvre une triple crise de succession. Il y a eu la crise au groupe, la succession au groupe, pour laquelle j'étais candidat d'ailleurs. J'étais battu de 2 voix, mais j'ai vu que ça a laissé des séquelles profondes. Pas par rapport à des ambitions déçues, comme le disent certains, mais ça a laissé des plaies profondes parce que ça a ouvert des fractures. Vous allez avoir un débat Ramayad et puis le maire de Nancy aujourd'hui, qui sont concurrents pour la succession au Parti radical. Et puis il y aura, si je puis dire, la mère bataille qui va se dérouler au mois d'octobre. J'espère qu'on va y survivre. En tout cas, moi je trouve que les élections à la présidence de l'UDI, si on pouvait les différer pour laisser Yves Gégaud, qui a bien fait le job, pendant toute cette campagne européenne, même si j'ai eu des points de désaccord, vous le savez, et qui finalement conserve la cohésion du groupe, j'ai pu dire. Après ça, les compétitions risquent d'ouvrir là encore des séquelles très fortes. Très bien, merci à vous, François Sauvadet. Nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux chrétiens et nous nous retrouvons dans quelques instants avec notre invité, donc François Sauvadet, président du Conseil général de Côte d'Or, vice-président de l'UDI. Restez avec nous, à tout de suite. Merci. Nous reprenons. Retour sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens. Face aux chrétiens aujourd'hui avec François Sauvadet, vice-président de l'UDI, président du Conseil général de Côte d'Or. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame et Romain Mazenot pour RCF. C'est Romain Mazenot qui ouvre le feu de cette deuxième partie de Face aux chrétiens. Je voulais en venir à l'affaire Big Malion qui ébranle pour le moins l'UMP. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit sortir de son silence pour s'expliquer sur le financement de sa campagne de 2012 ? François Sauvadet. D'abord, c'est une affaire très grave de surfacturation et des chiffres qui sont hallucinants. Enfin, on parle une dizaine de millions d'euros, c'est-à-dire presque la moitié d'une campagne, l'équivalent de la moitié d'une campagne électorale de second tour. Je sais pas si vous voyez, présidentielle. Présidentielle. Donc 20 millions, on parle de 10 millions, donc vous voyez, c'est hallucinant.
Moi, je pense que d'abord, dans ces affaires, je pense que Jean-François Copé a pris la bonne décision. Voilà, il fallait y mettre un terme. Il se dit innocent. Pour vous, il est sincère et il n'était pas au courant du financement de la campagne? Peut-on ne pas être au courant? J'en sais rien. Dans les fonctionnements internes. Je suis pas membre de l'UMP, je ne connais pas les procédures internes, je ne sais pas comment ça se passe. Chez vous, à l'UDI, vous êtes garanti que je contre sais, ce genre de... Vous avez été actif dans les campagnes présidentielles de François Bayrou autrefois, donc vous savez comment ça se passe. Vous étiez actif, soutien à François Bayrou, donc vous savez comment ça se passe une campagne présidentielle. Oui, je sais comment ça se passe. Jusqu'à quel point peut-on ignorer? Je ne sais pas qui savait, je ne sais pas qui a pu l'organiser. En tout cas, il y a une réalité, des faits qui ne sont plus contestés. Et c'est la nouveauté de ce qui se passe, ni par Big Malion, ni par l'UMP sur la réalité des faits. Maintenant, il faut laisser la justice faire son travail. Moi, je souhaite qu'elle le fasse le plus vite possible. Alors après ça, pour répondre à une question, est-ce que Nicolas Sarkozy... Moi, je ne sais pas quelle était la nature de ce qu'il savait. En tout cas, je sais une chose. C'est que le président de la République, qui était candidat, a consacré toute son énergie à la campagne. Quand on est président de la République et candidat, on ne va pas les regarder, les factures qui sont payées, on est concentré sur l'essentiel. Et Dieu sait l'énergie qu'il y a mise. Donc je ne pense pas, très objectivement, que Nicolas Sarkozy était informé d'une telle situation. Pour le reste, il appartiendra à l'enquête judiciaire d'en apporter la démonstration. Et je souhaite qu'elle puisse faire son travail le plus rapidement possible. Parce que ça crée un climat, vous le voyez bien, qui est complètement délétère. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Et puis le sentiment pour les Français que c'est tous pourris, etc. Et ça nourrit finalement ce climat actuel. Donc la seule chose qui peut le régler, c'est que la justice fasse vite son travail. Et moi, je demande que vraiment, à la garde des Sceaux et à tous, que la justice puisse le faire le plus vite possible dans cette période d'instruction et qu'on sorte vite de cette période. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Précisément, est-ce que ça peut compromettre les chances de retour de la droite aux prochaines élections présidentielles? Non, je ne crois pas. Je crois que la décision qui a été prise d'avoir une équipe à la tête de l'UMP de 3 anciens premiers ministres dont chacun connaît la compétence et l'autorité naturelle et puis aussi l'intégrité de nature à permettre de tourner la page rapidement. En tout cas, il le faut. Il le faut dans l'intérêt même de la démocratie, dans l'intérêt du pays. Et donc... mais c'est une situation que je trouve désespérante et affligeante, enfin franchement. Mais François Sauvadet, où subsiste-t-il dans le paysage politique encore un reste de crédibilité? On a l'impression que le paysage est bombardé. Qui oui, c'est vrai, vous peut avez être raison. crédible? Vous avez raison, c'est un véritable séisme. Et je pense que face à un tel séisme, d'abord ça nous engage tous à la responsabilité. Et Dieu sait si on l'exerce au quotidien et là où... dans nos collectivités, mais je pense que il faudra qu'on engage une réflexion institutionnelle. Quand on est dans cette situation... C'est la fin de la Ve République? Moi je crois qu'aujourd'hui, il faudra faire évoluer cette Constitution incontestablement. On ne peut pas rester dans une situation comme celle-là, avec un président de la République qui a tous les pouvoirs, et qui finalement, aujourd'hui, est discrédité dans l'opinion. Et parallèlement, un Parlement qui n'a pas l'autorité pour exprimer ce que pensent les Français. Donc évidemment qu'il faudrait une réforme institutionnelle, en tout cas, je la plaide. Mais au-delà, c'est la pratique des institutions aussi qu'il faut faire évoluer, et puis que très vite on crée les conditions d'une vraie alternance avec des institutions réformées. Laurent de Boissieu-Lacroix. Sans entrer dans le détail, quelle serait la mesure de cette réforme qui vous semblerait indispensable aujourd'hui, d'une réforme institutionnelle? La vraie bonne mesure, ce serait d'avoir un président de la République, un système présidentiel, un vrai système présidentiel, avec un président de la République et son exécutif, et un Parlement qui contrôle, qui légifère, qui fait... pourquoi pas? Oui, pourquoi pas? Je trouve que ça fonctionne bien, qui puisse engager des commissions d'enquête, de contrôle, etc., avec de la proportionnelle. Sauf que vous aboutirez à un système avec un Parlement éclaté, si vous mettez la proportionnelle en France, aux États-Unis, vous avez du bipartisme installé. Pourquoi éclater? Avec un peu de proportionnel? Non, ça risque pas de faire éclater le paysage politique. Mais ça ne fait pas éclater le paysage, ça rend compte de la diversité de la vie politique française et de la diversité aussi qui est celle de nos compatriotes. Donc voilà, moi je serais partisan, non pas d'une proportionnelle intégrale, parce qu'on voit bien la dérive auquel ça pourrait conduire, mais une dose de proportionnelle m'apparaît absolument nécessaire. Alain Baron, Radio Notre-Dame. La question, c'est où est-ce qu'on met le curseur? Parce que avec les résultats de dimanche, on voit bien ce que ça peut produire. Oui, enfin, on va peut-être pas faire la Constitution ensemble. Non, mais je pense que pour que ce soit significatif, il faudrait quand même qu'on ait
qu'on ait 10 à 20% de proportionnel dans notre pays, ce qui permettrait d'avoir la représentation des courants de pensée tout en garantissant des majorités. D'autres pays fonctionnent de cette manière. Et puis au-delà de ça, il faut vraiment qu'on réforme, mais objectivement, à la fois notre État et objectivement notre système institutionnel territorial. Alors, on va peut-être en parler. Romain Mazenot. Est-ce qu'une telle réforme de grande ampleur, quand même, il faudrait la soumettre à référendum? Oui, pourquoi pas, oui. C'est ce que proposait François Bayrou dans sa campagne en 2012. Eh bien, votre ami François Bayrou. Quand mon ami François Bayrou a de bonnes idées... Il n'a pas l'air d'être votre ami, hein, François Sauvadet. Si, quand même. J'ai beaucoup d'amitié pour François. Non, mais vous n'êtes pas d'accord avec ses choix. Je ne suis pas d'accord avec la politique du Nini qui l'a conduit droit dans le mur, qui nous a conduit à ne pas exercer la responsabilité politique pendant une dizaine ou une quinzaine d'années. Et moi, je pense que les idées n'ont de sens que lorsqu'on les porte dans le gouvernement de la France. Voilà, donc on a une divergence stratégique, elle est claire. Alors sur la question du référendum... Et sur la question du référendum, il a raison. Il a raison, bien sûr. On dit souvent que... Je dis pas qu'il a tort sur tout. Qu'à l'occasion d'un référendum, les électeurs répondent à une autre question que celle qui est posée. Est-ce que ça risque pas d'accroître le séisme? Si la question est bien posée et que le contexte dans lequel il intervient montre clairement la direction, je peux vous dire, les Français s'y trompent pas. D'ailleurs, vous le voyez bien. Moi, je suis très frappé, d'ailleurs, quand je parle de réforme institutionnelle. Regardez la situation. Au fur et à mesure des élections, y compris les élections municipales, qui étaient quand même les plus proches, on voit le taux de participation baisser, et il ne reprend sa pleine dimension qu'au moment de l'élection présidentielle. C'est que pour eux, la seule élection qui compte, c'est l'élection présidentielle, et ils ont raison. Et donc, quand on a un président affaibli, vous voyez bien le désordre dans lequel se trouve le pays. Laurent de Boissieu-Lacroix. On parle de réforme, et depuis le début de l'émission, on a souvent évoqué la réforme territoriale. Aujourd'hui, le projet du gouvernement, c'est de supprimer les départements. Vous présidez un conseil général. Et d'un côté, et d'autre part, de faire moins de régions. Où est l'erreur? Est-ce qu'une des deux piliers de cette réforme vous satisfait? François Sauvadet. Laurent de Boissieu, moi je crois que vous lisez bien dans le mar de café, parce que si vous connaissez le contenu de la réforme, moi je ne le connais toujours pas. On est dans le flou le plus total, on est dans un monde de fous. On est dans un monde de fous. Voilà le président qui un matin se lève, après avoir, écoutez-moi bien, quand même pendant 1 an et demi au Parlement, soumis une loi pour redécouper les cantons que j'ai suffisamment condamnés, le redécoupage. Il a soumis une loi aussi pour faire le fameux binôme, vous savez, que j'ai combattu, un homme et une femme élus ensemble dans une même circonscription, enfin, un truc de fou encore, pour, juste au terme du vote de cette loi, nous dire « Stop, on s'est trompé. Si on s'est trompé maintenant, on va vous supprimer. » Puis d'un seul coup, on y réfléchit, mais on dit « Ah, ben si pour supprimer les départements, il faudrait une réforme constitutionnelle. » Ah ben oui, on n'aura pas de majorité, alors on revient en arrière. Puis après, on a dit « Ah ben voilà, après avoir supprimé les départements, on va multiplier par 2 les régions. » Mais pourquoi faire? Moi, la région Bourgogne, elle est plus grande que la Belgique. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Ou alors on franchit. Et la question directe qui nous est posée, c'est celle de la décentralisation. Moi, je dis quelle est votre préconisation? Ma préconisation, je dis à ce moment-là, ayons le courage de faire un véritable État avec une dimension fédérale au sens que les régions pourraient être dotées de grands pouvoirs, mais de grandes régions. Si on doit se regrouper, moi, Bourgogne-Franche-Comté, qu'est-ce que ça va faire, Bourgogne-Franche-Comté? Qu'est-ce que ça va faire? On dit à l'échelle européenne, quel potentiel on aura? Si on fait une région Grand Est, si on fait une grande région, Rhône-Alpes, PACA, si on fait avec des belles grandes régions dotées de pouvoirs pour faire des infrastructures, l'État se contentant de faire les grandes missions régaliennes, etc., et qu'on ait un système un peu à l'allemande, alors là, chiche. Et les conseils généraux, 7 régions dans un État fédéral, c'est ça votre... À peu près dans un État qui serait profondément... Alors, n'employons pas des mots qui fâchent. À peu près comme les circonscriptions européennes. À peu près comme ce qui se passe, voilà, dans les circonscriptions européennes, et puis à l'image de ce qui s'est passé en Allemagne, qui est une grande réussite. Alors là, ça prend du sens. Et parallèlement, on conserve au plan territorial un triptyque département, commune, communauté de communes, avec des communautés de communes qui prennent de plus en plus d'ampleur, voilà. Donc on ne touche pas aux conseils généraux dans votre schéma. Oui, et pourtant je ne suis pas profondément départementaliste. Oui. Mais l'idée de faire des grandes régions, de 2 ou 3 régions, et puis de supprimer le département, écoutez, il faut s'occuper des routes départementales. Moi j'en ai 6000 km dans mon département. Il faut s'occuper des collèges. Il faut s'occuper de l'action sociale, des handicapés, des personnes âgées. Est-ce qu'on en s'occupera mieux de tout cela en ayant des grandes régions? Enfin, franchement. Donc l'échelon départemental, ou alors on va confier les départements aux préfets, puisqu'on ne veut pas les supprimer vraiment au fond, parce qu'on doit les garder, etc. Voilà, ce serait le plus grand élan de recentralisation jamais connu dans l'histoire des institutions depuis 2 siècles.
Alain Baron, Radio Notre-Dame. Puisqu'on est face aux chrétiens, vous plaidez aussi pour plus de subsidiarité, si j'ai bien compris. Exactement ça. Moi, je suis profondément décentralisateur. Mais regardez aujourd'hui, quand je dois faire simplement des contrôles pour m'assurer que l'aide sociale aille bien à ceux qui en ont besoin. C'est un souci pour vous, ça, François Sauvadet? Oui, c'est un souci. Parce que la légitimation de l'aide sociale, et un pépin de vie peut arriver à chacun d'entre nous, la légitimation pour tous ceux qui payent pour assurer la solidarité, ô combien nécessaire dans ces temps de crise, ils doivent être assurés que l'argent va bien à ceux qui en ont besoin et que ça leur permet de se sortir de la situation. Je n'aime pas l'assistanat. Je n'aime pas ces mots qui font qu'on installe des gens dans des situations de précarité sans leur permettre de s'en sortir. Moi, j'aime bien que quand quelqu'un est au bord de la route, et là je parle aussi quelque part comme chrétien, qu'on prenne la main de celui qui est dans le fossé, qui est dans le besoin, qui est malade, etc., et qu'on l'accompagne pour se sortir. Donc là, il faut clarifier le système. Le système n'est pas assez clair pour l'instant. Bah attendez, moi j'ai vu les cris d'orfraie quand j'ai dit il faut qu'on contrôle davantage l'aide sociale et l'action sociale. Aujourd'hui, on contrôle. Effectivement, il y a de la fraude. Des gens qui se déclarent séparés alors qu'ils vivent sous le même toit pour bénéficier du double des aides, etc. C'est pas juste. Et c'est ça qui fait qu'un certain nombre de nos compatriotes disent on en fait trop pour le social. Mais dans le même temps, et puis il y a un sujet moi qui me préoccupe en situation de crise dont on parle peu, c'est l'enfance maltraitée. Quand il y a des situations douloureuses dans les familles, moins d'argent, parfois l'alcool s'invite à la table, plus que de raison. Et les violences faites aux femmes, les violences faites aux enfants, moi c'est un sujet vraiment très préoccupant. Et ça c'est une responsabilité du département. Oui, c'est pour ça que je disais, voilà nous on le fait très bien. Alors on veut nous supprimer. Vous avez des remontées, une alerte, une montée de ces violences Ah oui, on le sent, on sent bien une montée de ces violences. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le séisme politique, ça a ses fondamentaux dans une France qui souffre. Voilà. Y compris à l'intérieur des familles, c'est ça votre souci? Oui, à l'intérieur des familles. D'autre part, on nous annonce 25 milliards d'économies possibles. Mais on croit rêver. Enfin, l'État qui continue d'embaucher des fonctionnaires alors que tous les pays qui ont voulu lutter contre le déficit ont réduit leurs fonctionnaires. Et il nous dit on va faire 25 milliards d'économies sur les collectivités locales et territoriales. Mais enfin, on va les trouver où? Alors, on nous dit qu'il y a trop de fonctionnaires dans les collectivités territoriales. Bah, attendez, mais nous, on a fait des efforts considérables. Et puis, quand on nous dit qu'il y a une inflation dans les emplois, dans les collectivités territoriales, enfin, c'est se foutre du monde. On a récupéré les agents des routes qui étaient auparavant à la direction de l'État. On les a récupérés dans nos conseils généraux. Là, récemment, on a récupéré on a accueilli tous ceux qui travaillent dans les collèges, dans les cantines, qui font l'accueil des personnes, etc. C'est 450 agents dans mon département. Je les ai pas recrutés. Ils ont été transférés de l'État. Moi, aujourd'hui, on est à l'os. Moi, je suis à l'os dans mon département. On a fait 22% d'économies de frais de gestion. On l'a fait avec les agents territoriaux. Et donc, on croit qu'on va trouver des économies. Alors, qu'on cherche de l'optimisation, qu'on ait des chemins de croissance dans ce domaine, oui. Que les uns ne s'occupent pas, la région s'occupe des lycées, les départements des collèges, une collectivité pourrait s'occuper des deux, en matière de transport, etc. Mais l'idée selon laquelle, en supprimant un échelon de proximité, on va garantir des économies et mieux le faire, c'est une fausse idée. Elle plaît aux gens. Quand on leur dit comme ça en général, vous voulez une suppression de département? 55% des Français disent oui. Moi en ce moment je réunis tous les élus et j'explique à la population ce qui se passe, etc. Ils me disent surtout laissez pas faire. Surtout laissez pas faire. C'est un sentiment partagé chez vous. Et surtout dans les départements ruraux. Vous imaginez. Une perte d'identité. Je vous l'ai dit, on oublie, il y a une fracture sociale dont on parle beaucoup et dont j'ai beaucoup parlé, mais il y a une vraie fracture aussi qui est en train de se créer, c'est la fracture territoriale. On est en train de donner le sentiment à toute une frange de la population qu'ils sont dans une France d'à côté. Et ça, j'accuse le gouvernement et le président de la République de donner le sentiment aujourd'hui que l'avenir de notre pays, il est fondé exclusivement sur le fait aggloméré, sur les populations, sur les villes. Non, la France est un grand pays, plus grand que l'Allemagne et le Portugal réunis. Et donc la France, il faut considérer que dans sa tradition, elle a besoin aussi de vivre dans toutes ses ports. Moi, je rêve d'une France à 100%. Quand on va dans certains coins de notre France rurale, quelquefois, on se demande qu'est-ce qui va se passer dans ces territoires. Nous allons marquer une nouvelle pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité, donc François Sauvadet, vice-président de l'UDI, président du Conseil général de Côte-d'Or. Vous restez avec nous dans quelques instants. Nous nous retrouvons, à tout de suite.
Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux chrétiens avec notre invité François Sauvadet, vice-président de l'UDI, président du Conseil général de Côte-d'Or. Il est interrogé par Laurent de Boissieu pour La Croix, Romain Mazenot pour RCF et Alain Baron pour Radio Notre-Dame. C'est Alain Baron qui ouvre le feu de cette troisième et dernière partie de Face aux chrétiens. Vous qui avez été ministre de la fonction publique, on parlait à l'instant du nombre de fonctionnaires, notamment locaux et territoriaux, mais est-ce qu'on ne peut pas aussi réformer la fonction publique? Est-ce qu'il est possible de la réformer pour plus de qualité et d'efficacité? François Sauvadet, vu de l'intérieur, c'est possible? Oui, moi je suis convaincu. Si vous étiez ministre de la fonction publique. J'ai été passionné par la rencontre ministérielle que m'avait confiée Nicolas Sarkozy avec les fonctionnaires de France. On a une fonction publique formidable. Et vous savez, on lui a demandé beaucoup d'efforts, hein, et moi-même j'en ai demandé à cette fonction publique lorsque j'ai installé le délai de carence, c'est-à-dire mesure de justice, quand on ne vient pas travailler un jour, on retient le traitement et les primes. Ça avait été accepté, hein, vous en souvenez, personne dans la rue. Et là, parce qu'on avait joué gagnant-gagnant avec notre fonction publique. Et ça a été finalement, le gouvernement est revenu dessus. Voilà, alors le gouvernement, non seulement a commis l'erreur, et ça dans les hôpitaux, tous les hôpitaux vous le diront, parce qu'évidemment, je comprends, hein, on est un peu fatigué, on ne vient pas, ou le lendemain du dimanche, ou la veille du samedi. Bon, tout ça on s'est mesuré, il y a de l'absentéisme qui est provoqué par cette mesure-là. Bon. Mais au-delà, nous on avait décidé de jouer gagnant-gagnant avec notre fonction publique. Moins nombreuse, et on avait réduit quand même fortement la fonction publique, et mieux payée, c'est-à-dire mieux valorisée, avec des perspectives de carrière. Aujourd'hui, on a placé la fonction publique dans une impasse totale. Les 5,2 millions de fonctionnaires, je les comprends, ils sont furieux. Et ils étaient dans la rue il n'y a pas longtemps. Il n'y a plus de perspective. Et on a augmenté le nombre de fonctionnaires. François Sauvadet, moi, je crois pour des fonctionnaires aujourd'hui, il faut continuer de réformer. La perspective pour les fonctionnaires d'aujourd'hui, c'est pas de beaux jours devant elle. Parce que mais comment les motiver, du point qu'on avait déjà organisé, mais qu'on compensait par des perspectives de carrière et d'évolution de carrière. Là, c'est gel du point, gel des carrières, etc. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous êtes fonctionnaire aujourd'hui? Moi, j'ai ouvert, on a testé de nouvelles formules dans mon département, qui est un peu ce que je voudrais qu'on propose aussi à la France. C'est qu'un fonctionnaire, quand il est dans un poste, on a une variété de métiers, qu'on puisse ouvrir aussi la possibilité d'exercer dans notre métier. On a une fonction publique hospitalière, une fonction publique territoriale, une fonction passer de l'une à l'autre. Mais bien sûr, faciliter les mobilités. J'ai créé le Conseil commun de la fonction publique pour permettre cette facilité. C'était tout ça remis en cause. Le gouvernement a fait du clientélisme. Eh ben, le clientélisme, ça conduit le pays à une impasse, parce qu'on ne réduira pas les déficits sans réduire le volume global de la fonction publique. On a 5,2 millions de fonctionnaires. Hier, je rencontrais un collègue ministre d'un pays africain, le Ghana, et qui me disait, la question pour le déficit, il faut qu'on réduise notre nombre de fonctionnaires. C'est un sujet récurrent. Je ne sais pas si vous le savez, mais mondial. Oui, et puis d'ajuster au plus près notre fonction publique pour qu'elle puisse rendre les services qu'on attend d'elle au plan national comme au plan local, et puis dans le même temps, rechercher toutes les voies d'efficience et d'économie. C'est ça le sujet. Laurent de Boissieu, La Croix. Certains secteurs, encombrement des tribunaux ou bien des manques d'infirmières, problème de personnel dans les hôpitaux, est-ce qu'on ne se dit pas que là, tout de même, il y a un endroit où il faudrait recruter des fonctionnaires, au contraire? Oui, mais il y a un problème d'organisation territoriale, de réponse aussi de santé qu'on doit davantage organiser, il faut se le dire très clairement, en spécialisant aussi les établissements, ce que font d'ailleurs spontanément les Français quand ils vont se soigner, hein. Ils vont directement vers l'hôpital ou vers la structure qui est la plus spécialisée. Donc je pense qu'il y a une optimisation des choses à faire. D'autre part, il y a une organisation aussi médico-sociale qu'il ne faut pas refaire dans notre pays. Est-ce que c'est normal qu'on ait encore une ARS, des agences régionales de santé, alors que nous avons le médico-social, on s'occupe des personnes âgées, etc., dans les départements? Il faut qu'on revoie l'organisation territoriale et le périmètre de l'État. Spécialiser les hôpitaux, ça veut dire moins d'hôpitaux, ça veut dire dans les zones rurales, les personnes qui sont obligées de faire... Pourquoi moins d'hôpitaux? Si vous spécialisez, non pas moins d'hôpitaux, mais si vous spécialisez les hôpitaux, les personnes dans les zones rurales ont plus de kilomètres à faire pour être soignées sur leur spécialité dont ils ont besoin. Mais pas du tout. Pas du tout. Mais c'est déjà le cas aujourd'hui. La question qui est posée, c'est celle de ne pas concentrer toutes les réponses médicales et médico-sociales dans les mêmes lieux pour garantir une présence territoriale, notamment des médecins. Nous, moi, dans ma petite commune de Vito, 1200 habitants, j'ai un hôpital local qui s'est maintenant spécialisé sur l'accueil des personnes en psychiatrie, en milieu ouvert et de psychiatrie lourde. Ils sont très tranquilles, ils se promènent dans les rues, ils rentrent à l'hôpital le soir. On s'est spécialisé. Et je dis que ces spécialités-là, où l'accueil des personnes âgées, il n'y a pas une urgence à les concentrer en milieu urbain. Donc il faut l'organiser territorialement. Mais
c'est incontournable. On ne peut pas continuer à embaucher des fonctionnaires. Enfin, on a 1 million de profs. Enfin, dans l'éducation nationale, on a 1 million de personnes. Et on peine à les recruter. On peine à les recruter, puis on va continuer d'en recruter. Mais attendez, il y a 20 ou 30 ans, on savait lire, écrire et compter. On peut faire mieux avec moins, c'est ça que vous voulez dire. Bien sûr. Ouais. Mais on peut jouer tout le pipeau qu'on veut. La réalité, tout le monde la connaît. C'est pas en créant des postes de fonctionnaires de plus qu'on va régler l'avenir du pays. Je vous rappelle quand même que sur notre budget, qui est de l'ordre de 370 milliards d'euros, la fonction publique, traitement et pension, c'est 117 milliards d'euros. Voilà, une fois qu'on a dit les chiffres, et on a planté le décor. Donc il faudrait qu'elle soit mieux considérée, mieux valorisée, des perspectives de carrière. Et puis voilà, je pense que... Et puis de la mobilité. Il faut que les gens qui ont envie de faire autre chose... Ben bien sûr. Puis la reconnaissance du mérite. Et c'est pas un gros mot, ça? C'est pas un gros mot, ça? Non, je l'ai dit. Ouais. Qu'est un mérite collectif? Par exemple, l'idée de se dire dans un service, on va se fixer un objectif de qualité de service, depuis la femme de ménage jusqu'au chef de service, et que la prime soit partagée par tous. C'est ce que j'avais créé, une prime de compétence, une prime de service. Ça peut être un levier. Mais bien sûr, et c'est pas antinomique de l'égalité de traitement de nos compatriotes, c'est au contraire une recherche de l'efficience. Et ils y sont prêts, ils ont envie de ça, nos fonctionnaires. Ils n'ont pas envie qu'on les laisse finalement dans un bureau sans perspective, sans avenir, et finalement avec un service au public qui va se détériorer. Romain Masneau, RCF. Est-ce qu'il y a un pays en Europe qui fait figure pour vous de modèle dans l'organisation de la fonction publique, justement, ou en dehors de l'Europe, éventuellement? Moi, je trouve que l'Espagne a fait des progrès considérables. Elle est en train de s'en sortir. À la faveur de la crise? Je ne sais pas si le mot exact, c'est à la faveur. C'était douloureux. En tout cas, la crise l'a conduit à s'organiser. Je pense que l'Italie est en train de s'en sortir, a fait des progrès considérables. Et puis, je pense que... Moi, j'aime beaucoup nos voisins allemands. J'aime beaucoup nos voisins allemands. Et je trouve qu'il y a une priorité des priorités, c'est de travailler sur la voie d'une convergence entre nos économies, entre nos organisations, etc. Parce que là, il y a vraiment une vraie Deutsche Qualität, pour reprendre un mot à la mode. Laurent de Boissieu-Lacroix. Puisqu'on parle de l'Europe, et on va revenir un peu sur la question des élections européennes, mais il y a aussi une question qui se pose à l'Europe de demain, et de l'Union européenne de demain, c'est son éventuel élargissement. Oui. Avec les événements qui se passent en Ukraine, il y a aussi la question de la Turquie, à qui on promet depuis longtemps son accession un jour à l'Union européenne. Vous, quelle est votre Europe? Est-ce que c'est une Europe très large, ou une Europe, certains le proposent, resserrée, vous parlez d'une France fédérale, resserrée autour d'un noyau fédéral? Oui, moi je suis partisan de ce que vous venez de dire, c'est-à-dire une Europe resserrée et des accords de partenariat avec son environnement. Mais enfin franchement, l'adhésion de la Turquie, moi j'y suis opposé, franchement. Qu'on ait un partenariat avec notre environnement, avec tous les pays qui nous environnent, notamment les pays de la Méditerranée, c'est un très beau projet. Mais bon, voilà, je pense qu'il faut conforter l'Europe sur la zone euro, travailler une politique sociale et fiscale convergente, parce qu'on a une monnaie commune, donc il faut qu'on travaille là-dessus, et puis qu'on tienne compte de la spécificité des pays dans l'organisation. Convergente vers les taux français ou vers les taux les plus bas? Ah ben non, pour moi la convergence ne peut que se concevoir vers un mieux. Mais le mieux, je vois bien ce que vous voulez dire. Est-ce que le mieux, c'est de rester comme on est en disant aux Français, dormez tranquille, restons aux 35 heures alors que nos voisins sont à 39, 40, 42, etc., etc., l'âge de la retraite. Enfin, franchement, il y a un moment donné, il faudra qu'on se parle courageusement avec l'ensemble des Français. Et c'est pas régressif ce que je dis. C'est au contraire se donner les moyens demain de garantir un avenir à nos enfants, de garantir nos systèmes de retraite, de garantir nos systèmes de solidarité, sans quoi, je vous dis, ils seront plombés. Et la réalité plombera le système. Et la réalité semble plombée par les temps qui courent, François Sauvadet. Bien sûr, parce que j'accuse le gouvernement d'avoir laissé filer les choses. C'est ça. J'accuse le président de la République de ne pas avoir pris les réformes nécessaires pendant les 2 ans et d'avoir trompé les gens par des promesses qui sont des promesses folles. J'accuse. Oui, j'accuse. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que l'Europe est peu audible sur la scène internationale? On le voit avec la crise ukrainienne, notamment. Parce que c'est pas moins d'Europe qu'il faut, c'est plus d'Europe. Enfin voilà, il faut qu'on se dote des outils pour intervenir sur la scène internationale. On le voit bien avec le débat sur nos propres armées. Il faut une véritable émergence d'une armée européenne. Voilà. Il faut que vraiment on ait aussi une politique étrangère qui devienne davantage coordonnée et commune. Donc je pense qu'il nous faudra demain un président de la Fédération des États d'Europe. Alors je sais bien que tout ça c'est un grand rêve, mais après tout, ceux qui ont su, il y a 70 ans, un peu moins, mais se tendre la main après des atrocités de la guerre,
et qui ont su, moins de 6 ans ou 7 ans après le terme de la Deuxième Guerre mondiale, forger la communauté, la communauté, notamment la CECA, suivie par la politique agricole commune, etc., nous qui en sommes les héritiers, on doit avoir ce rêve-là. Mais rien n'empêche aujourd'hui les États européens, une de l'Union européenne, de se mettre ensemble, de parler d'une seule voix. La seule chose, c'est qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ont des intérêts peut-être divergents. Oui, bien sûr, mais il faut travailler à donner la capacité, en tout cas, d'une prise de décision. C'est la raison pour laquelle, je le dis, il faut vraiment un président... Donc des minoritaires, des majorités. En 2003, la majorité des pays européens étaient pour que la France, que l'Union européenne participe à la guerre en Irak. Donc la France y serait allée malgré elle. Eh bien, écoutez, on ne peut pas dire tout à la fois qu'on ne peut pas rester dans cette situation et ne pas accepter que cette souveraineté que nous avons soit partagée avec nos collègues pour de peser davantage dans l'ordre du monde. Voilà. Moi, je plaide pour cette souveraineté partagée. Est-ce qu'on va pouvoir durablement peser dans l'ordre du monde alors que la question du format de nos armées est directement posée? C'est une question qu'on doit se poser tous ensemble. Est-ce qu'on ne doit pas mutualiser? Nous sommes une puissance européenne sans équivalent au monde. Simplement, elle n'est pas organisée. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes en situation de grande fragilité. Alors bon, Montebourg peut toujours faire des moulinets avec la protection de nos industries, etc. Elle sera européenne ou ne sera pas. Romain Masneau, RCF. Angela Merkel ne soutient pas Jean-Claude Juncker pour la présidence de la Commission européenne. C'était l'un des enjeux, cette désignation des élections européennes. Est-ce que ce ne serait pas le signe d'un grave déficit démocratique si les chefs d'État et de gouvernement se mettent d'accord sur un autre nom que les candidats qui avaient été pressentis, qui avaient été présentés aux citoyens européens avant les élections? François Sauvadet. Je crois que le dialogue est en cours au Parlement. D'ailleurs, il faudra qu'aussi à l'UDI, on s'interroge pour savoir si on rejoint le PPE ou pas. C'est pas tranché? Moi, je dis bien qu'il faudra qu'on revoie cette question. Mais en tout cas, je la pose. Comment se pose la question pour vous, moi. Oui, c'est pas spontané. Parce que le groupe des libéraux est favorable à l'entrée de la Turquie, le groupe des libéraux n'est pas favorable au maintien à Strasbourg. Il faudra qu'on ait un petit peu de cohérence sur notre représentation. Jean-Claude Juncker, ça fera un bon président de la Commission européenne? Moi, je le pense. Je le pense, en l'état actuel des choses, oui. De toute façon, il va falloir qu'il trouve une coalition, puisque, vous l'avez observé, les conservateurs n'ont pas le pouvoir à eux seuls. Ce qu'on appelle les libéraux, auxquels certains d'entre nous veulent adhérer, députés européens, UDI et Modem, puis c'était déjà les Modem. Les UDI donc, doivent aller rester au groupe PPE, selon vous, pour parler clairement. Pour parler clair, je pense que la question doit être posée clairement. Et votre réponse à vous? Parce que, à moi, je ne me sens pas bien de voir les députés UDI rejoindre le groupe des libéraux. Ça ne me satisfait pas. Et si vous étiez socialiste, François Sauvadet, est-ce que vous protesteriez contre la politique du président de la République? Est-ce que vous rejoindriez la centaine de députés socialistes dont on dit qu'ils vont à nouveau manifester leur opposition? D'abord, vous me permettrez de reformuler la question. C'est une hypothèse d'école. Certainement. Les socialistes, donc je ne peux pas me mettre dans leur tête, mais je vois bien leur trouble. Voilà. C'est le trouble que ressentent les Français. Enfin, c'est le même. Ils ne voient pas la direction, ils ne sentent pas la direction où on va. On promet des pactes de compétitivité, suivis de pactes de confiance, etc. Mais on voit bien que tout cela n'est pas concrètement mis en œuvre. Et qu'il y a une urgence, c'est de redonner du souffle à nos entreprises, de la confiance, là encore, à nos entreprises. Maître mot dans tout ça, c'est le mot confiance. Et la confiance, elle se nourrira d'actes concrets et non pas de changement de cap en permanence, à un flou artistique où on ne sait même pas où on va. C'est ça qui est dramatique pour notre pays en ce moment. Vous nous avez dit tout à l'heure, vous allez répondre positivement à la main tendue d'Alain Juppé. Comment ça va se passer au sein de votre groupe? Quelle stratégie allez-vous adopter? Nous allons travailler... Nous allons échanger avec ceux qui ne partagent pas ce sentiment. J'ai regretté les mots de certains disant qu'il ne fallait pas mélanger, je ne sais pas quoi, les carottes avec je ne sais quoi. Enfin, franchement, quand la situation est aussi lourde, aussi grave, il faut qu'on se rassemble tous ceux qui font le même diagnostic pour essayer de trouver ensemble une réponse crédible pour les Français et le faire. Et le mettre en œuvre. Et donc cette plateforme, moi je l'appelle de mes voeux. D'ailleurs, souvenez-vous, la plateforme, c'était précisément ce qu'on avait fait avant 1993. Et ça avait bien marché. La preuve, c'est que nous n'avions jamais été si nombreux. Et nos candidatures étaient communes. Partout. Alors la stratégie de l'identification à tout va dans une période de crise, je ne sais pas où ça conduit. Mais j'ai vu où ça conduisait au plan européen. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
de 6 députés européens, l'UDI passe à 3 députés européens. Bon. Et moi, je suis un pratique. Je pense que les idées ne valent que lorsqu'elles sont portées dans l'exercice de la responsabilité. Moi je suis pas. Je veux pas d'une UDI qui devienne le commentateur du match France, comme l'a été le MoDem pendant tant d'années. Quel président l'UDI pour ne pas être ce commentateur? Allez, Laurent de Boissieu, ce sera la dernière question. Quel président pour l'UDI? Vous me gênez. Je pense que François Sauvadet sera un très bon président pour l'UDI. Voilà. Vous-même? Non, c'est un acte de candidature en direct. Non, mais je verrai. Je l'exclus pas, mais je pense que si on veut garder la cohésion, la question d'une candidature est tout à fait prématurée. Il faut être en eau calme pour se désigner de nouveaux responsables, sans qu'on voit bien ce qui s'est passé. Mais la tempête ne va pas se calmer avant longtemps, François Sauvadet. Écoutez, en eau calme, c'est quand? Voilà, moi je pense que Jean-Louis Borloo a été élu pour 3 ans. Il y a un intérim qui dure l'espace de 3 années. Ne me gêne pas le temps qu'on stabilise la situation au sein de l'UDI et surtout qu'on soit une promesse nouvelle pour les Français d'un espoir nouveau. C'est ça mon objectif. Et c'est à ça que je veux consacrer toute mon énergie, aux Français, et pour régler le problème des Français. Très bien, ce sera votre dernier mot, François Sauvadet. Merci d'avoir participé à cette édition de Face aux Chrétiens. Notre prochain invité la semaine prochaine sera Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre des Affaires européennes, membre du bureau politique de l'UMP. D'ici là, vous pouvez évidemment retrouver cette émission sur les sites de La Croix, de Radio Notre-Dame, de RCF, de KTO. Merci de votre fidélité. Nous vous disons à la semaine prochaine. Merci à vous tous.